Le tableau périodique est un monument à la gloire des titans de la science. Einstein, point, Curie, point, Fermi, point, des noms gravés sur la carte fondamentale de notre réalité. Tous entrés depuis longtemps dans l'histoire, mais parmi eux, un nom appartient à un homme qui foule encore cette terre. C'est un alchimiste des temps modernes qui forge une nouvelle matière au cœur d'un accélérateur de particules, créant des atomes qui n'existent que pendant de simples fractions de secondes. Il a repoussé les frontières de l'existence, ajoutant une nouvelle et dernière ligne au tableau qui définit notre univers. Rares sont ceux qui ont atteint une telle immortalité. Il y est parvenu de son vivant. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Yuri Tsolakovitch Oganessian est né en 1933 à Rostov-sur-le-Don, une ville animée du sud de l'Union soviétique, dans une famille d'origine arménienne. Son enfance s'est déroulée sur fond de transformations monumentales et souvent brutales. L'atmosphère des années 1930 était chargée de la poussière des nouvelles constructions et des murmures de la paranoïa politique, une époque où l'État forgeait une nouvelle identité industrielle par la seule force de sa volonté. Dans ce monde, l'éducation n'était pas seulement un chemin vers une vie meilleure, c'était un devoir patriotique, un outil pour construire l'avenir socialiste. Son père, ingénieur thermicien, et sa mère, enseignante, incarnaient en cette éthique. Leur foyer était un lieu où la compétence technique et la rigueur intellectuelle étaient tenues en très haute estime, reflétant une société qui vénérait le pouvoir de la science pour conquérir la nature et les ennemis idéologiques. La fragile stabilité de ce monde s'est effondrée en 1941, lorsque la machine de guerre allemande a franchi la frontière. Rostov-sur-le-Don est devenu un enjeu stratégique majeur, disputé avec une intensité féroce. Pour le jeune Yuri, la guerre fut une éducation viscérale au chaos et à la perte. Sa famille fut contrainte d'évacuer, laissant leur vie derrière eux pour fuir vers la sécurité relative d'Erevan en Arménie. Il a grandi en voyant des villes en ruine et une nation poussée à son point de rupture. Cette expérience ne l'a pas rendu amer, mais profondément pragmatique. Elle a forgé en lui une résilience profonde et une compréhension silencieuse que créer quelque chose de nouveau et de durable était l'acte ultime de défi contre les forces de la destruction. Il a appris que le progrès n'était pas inévitable, qu'il devait être minutieusement bâti sur les cendres. Curieusement, le garçon qui construirait un jour de nouveaux atomes n'était pas initialement attiré par le monde des particules subatomiques. Ses premières passions étaient ensuite pour la création à une échelle beaucoup plus grande. Il était fasciné par l'architecture, par le jeu des lignes, des formes et des structures qui pouvaient de façonner l'expérience humaine. Il avait également un talent pour l'art, un œil pour la beauté et la composition. Ce n'étaient pas les centres d'intérêt typiques d'un futur physicien nucléaire, mais il révélait une impulsion créatrice fondamentale, un désir de concevoir et de construire, de faire naître l'ordre et l'harmonie à partir de matières brutes. Cette sensibilité artistique, cette mentalité d'architecte patient deviendrait plus tard son arme secrète dans un domaine qui exigeait à la fois une imagination débridée et une précision méticuleuse, presque obsessionnelle. L'univers, allait-il apprendre, était une toile, et ses éléments fondamentaux étaient liés à son médium. À la fin de sa scolarité, le parcours d'un jeune esprit prometteur dans l'Union soviétique d'après-guerre était fortement guidé. Toutes les routes, pour les étudiants les plus brillants, semblaient mener à un seul endroit, l'Institut de génie physique de Moscou où MEPHI, ce n'était pas une université ordinaire. C'était le sanctuaire de la science nucléaire soviétique, la forge où étaient fabriqués le bouclier et l'épée atomique de la nation, enveloppé de secrets et financé par des ressources étatiques quasi illimitées. Le MEPHI était le cœur intellectuel du programme nucléaire. Y aurait dû être admis
était un défi monumental, une épreuve du feu conçue pour ne sélectionner que les esprits les plus résilients et les plus brillants du pays. C'était moins une université qu'un camp d'entraînement scientifique pour une guerre non déclarée. Oganessian lui-même était initialement réticent. Le monde de la physique classifiée semblait à des années-lumière de ses rêves de conception de bâtiments. Pourtant, l'attraction gravitationnelle des priorités de l'État était immense. Guidé par sa famille et la croyance dominante que la sécurité de la nation était la plus haute vocation, il se retrouva à préparer les examens d'entrée exténuants du MEPHI. Son chemin vers la physique n'a pas été une vocation passionnée découverte dans un moment d'épiphanie, mais une progression logique au sein d'un système qui avait désespérément besoin de son type d'esprit. C'est un parcours dans lequel il a grandi, ne découvrant la beauté profonde du noyau atomique qu'après s'être déjà engagé à l'étudier. L'État avait choisi une direction pour lui, et il a, à son tour, choisi d'y trouver sa raison d'être. L'environnement académique au MEPHI était d'une intensité écrasante. Le programme était impitoyable, les professeurs étaient des légendes dans leur domaine, et l'objectif unique était d'atteindre et de maintenir la suprématie nucléaire sur les États-Unis. Chaque cours, chaque série de problèmes était imprégnée d'un immense poids historique. Pour les étudiants, c'était à la fois une formidable opportunité et une pression terrifiante. On leur donnait accès à des connaissances et à des ressources impensables pour la plupart, mais l'échec n'était pas une option. C'est là qu'Oganessian a été initié aux titans du domaine et aux incroyables machines qu'ils utilisaient pour sonder le cœur de la matière. Il a commencé à découvrir les accélérateurs de particules, des instruments colossaux conçus pour projeter des atomes à des vitesses incroyables et les particules étranges et fugaces qui émergeaient des collisions. Les graines de son avenir étaient plantées dans ce creuset sous haute pression. À l'obtention de son diplôme, son talent exceptionnel n'est pas passé inaperçu. Il a reçu un appel d'un endroit qui tenait plus du mythe que de la ville, Doubna. Niché dans les forêts aux abords de Moscou, Doubna abritait l'Institut unifié de recherche nucléaire, ou IURAD, la puissante réponse du bloc de l'Est au CERN européen. C'était une cité de la science, un phare de l'ambition soviétique, et au cœur de Doubna se trouvait le laboratoire des réactions nucléaires Flerov, dirigé par une légende vivante, Gueorgui Fliorov était l'un des pères fondateurs du programme nucléaire soviétique, un homme dont les brillantes intuitions avaient aidé à construire la bombe atomique. Il était une force de la nature, charismatique, exigeant, implacable et possédant une intuition extraordinaire pour la physique comme pour les gens. La convocation d'Oganessian pour rencontrer Fliorov fut un moment décisif. Ce n'était pas un entretien d'embauche classique. Fliorov ne cherchait pas seulement à embaucher un autre physicien pour un poste, il cherchait un apprenti, un successeur pour l'œuvre de sa vie. Il a interrogé le jeune Oganessian, mais ses questions visaient à sonder plus profondément que les connaissances académiques. Il évaluait son tempérament. Avait-il la patience de mener une expérience pendant des mois? Avait-il la méticulosité nécessaire pour traquer une poignée d'atomes dans un océan de données? Avait-il le calme inébranlable pour faire face à des échecs répétés sans perdre son sang-froid? Fliorov était à la recherche d'une combinaison spécifique de traits, d'un esprit qui pouvait penser comme un physicien mais travailler comme un joaillier. Dans le jeune homme calme, réfléchi et résilient qui se tenait devant lui, il a vu exactement ce qu'il cherchait. Fliorov a ensuite exposé la grande mission du laboratoire, une quête qui semblait tout droit sortie des pages d'un roman de science-fiction. Le but était de synthétiser de nouveaux éléments, de créer des formes de matière plus lourdes que tout ce que l'on trouve sur Terre. Il a parlé d'éléments transuraniens, des noyaux atomiques si grands et si chargés de protons qu'ils étaient intrinsèquement instables, n'existant que pendant de simples fractions de secondes avant de disparaître. Pour les créer, il fallait percuter des éléments plus légers les uns contre les autres avec une force suffisante pour les faire fusionner. C'était une forme de forge cosmique.
Le prix ultime était de dépasser les éléments connus pour atteindre un îlot de stabilité théorique, une région d'éléments super lourds qui pourraient vivre des minutes, des jours, voire des années. Ce n'était pas seulement une quête scientifique, c'était une course. Chaque découverte était une victoire dans la guerre froide, un témoignage de la supériorité de leur système. Mais arriver à Doubna, c'était comme entrer sur un champ de bataille. L'ennemi était à des milliers de kilomètres en Californie. Les armes étaient de gigantesques accélérateurs de particules et le prix était l'immortalité sur le tableau périodique. La guerre des éléments avait commencé. Pour comprendre le monde de Yuri Oganessian, il faut d'abord comprendre son outil principal. Le cyclotron, imaginez-le non pas comme un instrument scientifique délicat, mais comme une fronde magnétique colossale. Son but est de prendre les cœurs des atomes, les noyaux, et de les faire tourner sur une trajectoire en spirale, de plus en plus vite, en les accélérant avec de puissantes impulsions électriques jusqu'à ce qu'ils approchent une fraction de la vitesse de la lumière. Puis, avec une précision inimaginable, il lance ce projectile atomique sur une cible fixe composée d'autres atomes lourds. Le but est une collision cosmique, une fusion fugace et violente, qui, pendant un instant infinitésimal, pourrait créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est une forme d'alchimie moderne, troquant le plomb contre des éléments bien plus lourds que l'or, alimenté par de l'électricité brute et régi par les lois brutales de la physique nucléaire. Son nouvel instrument était le cyclotron à ion lourd U300 de Doubna. Une véritable bête de machine. C'était un titan d'acier et de fils de cuivre de plusieurs étages, un labyrinthe de pompes à vide et d'électroaimants massifs qui généraient un champ si puissant qu'on pouvait le sentir dans ses os. L'air ambiant vibrait d'un bourdonnement grave et constant qui se propageait à travers le sol en béton, le son d'une immense énergie contenue et contrôlée. Ce n'était pas un lieu pour la théorie oisive. C'était une forge où une nouvelle matière était martelée jusqu'à l'existence. Mais les premières années d'Oganessian n'ont pas été consacrées à la découverte de nouveaux éléments. Elles ont été passées dans les tranchées de la physique expérimentale à apprendre chaque caprice de la machine. Il était un apprenti maîtrisant son art, calibrant minutieusement les faisceaux de particules, luttant avec la danse complexe des champs magnétiques et apprenant les probabilités brutales des collisions à haute énergie. C'était un travail sans prestige, répétitif et méticuleux. Mais c'est là qu'il a cultivé la patience d'un joaillier, comprenant que pour créer quelque chose de nouveau, il faut d'abord avoir une maîtrise absolue des forces de destruction. Mais cette puissante fronde n'était pas utilisée par simple curiosité. C'était une arme dans une guerre silencieuse et intellectuelle. Une compétition qui se jouait aux frontières les plus reculées du tableau périodique. À des milliers de kilomètres de là, au laboratoire national Lawrence Berkeley en Californie, une autre équipe d'esprits brillants poursuivait exactement le même objectif. Dirigée par des géants du domaine comme le lauréat du prix Nobel Glenn T. Seaborg et l'ingénieux constructeur d'instruments Albert Ghiorso, l'équipe américaine était un rival redoutable. La guerre des éléments, comme on l'a appelée, était une bataille par procuration de la guerre froide. Chaque nouvel élément synthétisé était plus qu'un triomphe scientifique. C'était une victoire de propagande, un témoignage de la supériorité supposée du système américain ou soviétique. La pression de Washington et du Kremlin était immense, transformant les laboratoires en champs de bataille intellectuelle. Cette rivalité n'était pas une compétition amicale, elle était féroce, publique et souvent amère. La lutte pour la paternité de l'élément 102, que les Américains nommeront finalement Nobelium, fut une affaire confuse de données contradictoires et d'accusations. Berkeley a revendiqué la première découverte de l'élément 103, le lawrencium, mais l'équipe de Doubna a mis en doute la validité de leurs expériences. Les revendications et contre-revendications traversaient le rideau de fer comme des protestations diplomatiques, chaque camp examinant le travail de l'autre avec un profond scepticisme. Les scientifiques décriront, plus tard,
l'atmosphère comme incroyablement tendue, chaque annonce d'un laboratoire étant immédiatement contestée par l'autre. Les différends se réglaient dans les revues scientifiques et lors de conférences internationales où la fierté personnelle et nationale était en jeu. Le symbole ultime de ce conflit est devenu l'élément 104. En 1964, le groupe de Fliorov à Doubna a annoncé sa synthèse et a proposé le nom de Kurchatovium en l'honneur d'Igor Kurchatov, le père de la bombe atomique soviétique. 5 ans plus tard, l'équipe de Berkeley a rapporté sa propre création, plus définitive, de l'élément et a proposé le nom de Rutherfordium d'après le célèbre physicien Ernest Rutherford. Pendant près de 30 ans, l'élément a eu 2 noms différents. Sur les tableaux périodiques imprimés dans le bloc de l'Est, c'était l'élément 104, Q. En Occident, c'était RF1. Cette seule case sur le tableau des éléments est devenue une représentation frappante d'un monde divisé, un schisme scientifique qui reflétait la fracture géopolitique de la planète. Mais à la fin des années 1960 et au début des années 1970, les deux laboratoires se heurtaient à un mur. La méthode dominante de création d'éléments, plus tard surnommée fusion chaude, donnait des rendements décroissant. La stratégie était simple, percuter un projectile lourd contre une cible lourde. Le problème était que cette méthode s'apparentait à la collision de 2 locomotives lancées à pleine vitesse. La collision qui en résultait était si violente, si énergétique, que le noyau composé nouvellement formé était incroyablement chaud. Il vibrait avec une énergie si féroce qu'avant de pouvoir se refroidir et se stabiliser en un nouvel élément, il se disloquait presque instantanément dans un processus appelé fission. C'était comme essayer de frapper 2 poignées d'eau l'une contre l'autre pour faire une plus grosse goutte, pour ensuite les voir éclabousser en 1000 petits morceaux. La frustration à Doubna et à Berkeley était palpable. Ils construisaient des accélérateurs plus puissants et des détecteurs plus sensibles. Mais chaque nouvelle tentative semblait se terminer de la même manière. Une brève lueur d'un noyau massif, suivie de la signature caractéristique de la fission. La chasse aux éléments plus lourds semblait atteindre une limite physique, une barrière énergétique que la force brute seule ne pouvait surmonter. Pour chaque million de milliards de projectiles tirés sur la cible, ils avaient de la chance de voir un seul atome d'un nouvel élément survivre à l'impact cataclysmique. Les chances devenaient astronomiquement faibles et la voie à suivre n'était pas claire. Il semblait que la guerre des éléments avait atteint une impasse, dictée non pas par l'ingéniosité humaine, mais par les lois impitoyables de la physique. C'est pendant cette période de lutte qu'Oganessian, l'architecte patient, eut une intuition profonde. Il a regardé le problème non pas comme un ingénieur essayant de construire un moteur plus gros, mais comme un artiste essayant une technique plus délicate. Et si, se demanda-t-il, la clé n'était pas plus de violence, mais moins, et si le but n'était pas de créer la collision la plus chaude et la plus énergétique possible, mais la plus douce imaginable? C'était la graine d'une idée révolutionnaire, un renversement complet du dogme établi dans le domaine. Il a théorisé que si l'on utilisait un projectile plus léger, mais une cible beaucoup plus lourde et plus stable, la dynamique de la collision changerait entièrement. Son concept est devenu connu sous le nom de fusion froide, un terme sans aucun rapport avec la revendication énergétique discréditée plus tard. La métaphore a changé radicalement. Au lieu de 2 locomotives entrant en collision frontale, imaginez pousser doucement une balle de golf dans un grand coussin moelleux. Le projectile, un noyau comme le calcium, était significativement plus léger que la cible. Un noyau stable et lourd comme le bismuth ou le plomb. Parce que le projectile était plus léger, il avait moins de quantité de mouvement et la collision résultante était beaucoup moins violente. La fusion créait un noyau composé plus froid avec beaucoup moins d'énergie d'excitation. Il ne se disloquait pas. Il avait une chance beaucoup,
beaucoup plus grande de survivre, de perdre un neutron ou deux et de se stabiliser en un nouvel élément super lourd. Ce n'était pas seulement une amélioration progressive, c'était un changement de paradigme, tandis que les Américains à Berkeley perfectionnaient leurs puissants canons pour la fusion chaude. Oganessian concevait un nouveau type de munition. Une qui reposait sur la finesse plutôt que sur la force. C'était une solution contre-intuitive et brillante au problème de la fission nucléaire, qui avait tourmenté le domaine pendant des années. Les premières expériences à Doubna furent stupéfiantes. La probabilité de créer un nouvel élément en utilisant la méthode de fusion froide d'Oganessian était des centaines, parfois des milliers de fois plus élevée qu'avec la fusion chaude. L'équipe pouvait créer plus d'atomes en une seule journée qu'auparavant en des mois de travail acharné. Avec cette nouvelle approche de création, plus douce, Oganessian venait de donner à son équipe un passe-partout. Et avec lui, ils étaient sur le point de déverrouiller une toute nouvelle rangée du tableau périodique, déclenchant la bataille la plus acharnée de la guerre des éléments. Avec son passe-partout de la fusion froide désormais en main, Yuri Oganessian et son équipe à Doubna se tournèrent vers le prochain Grand Prix du tableau périodique, l'élément 106. Dans la partie d'échecs à enjeux élevés de la guerre des éléments, c'était un coup critique. Le capturer ne serait pas seulement un triomphe scientifique, mais une déclaration puissante de la prouesse soviétique. La course était lancée, et l'équipe rivale du laboratoire Lawrence Berkeley en Californie était tout aussi déterminée à y arriver la première. À Doubna, le colossal cyclotron U-300 fut préparé pour sa mission la plus délicate à ce jour. La stratégie d'Oganessian était un témoignage de sa nouvelle approche plus douce. Au lieu d'une collision violente et frontale, il planifia une fusion précise et contrôlée. Un faisceau soigneusement préparé d'ions de chrome 54, des projectiles relativement légers seraient accélérés à une fraction de la vitesse de la lumière. Leur cible, une fine feuille de plomb stable 208, un noyau lourd et robuste. La théorie était élégante, mais la pratique était un exercice de patience extrême. Dans la salle de contrôle, l'air était imprégné d'un mélange unique de tensions concentrées et d'attentes monotones. Pendant des semaines, l'expérience s'est déroulée sans interruption. Les physiciens travaillaient que par équipe, leurs visages illuminés par la lueur verte des écrans de moniteur, leurs yeux scrutant le moindre murmure d'un signal. Le cyclotron bourdonnait d'une puissance immense, mais le vrai travail se déroulait à une échelle si petite qu'elle défiait l'imagination. Des milliards et des milliards d'ions de chrome percutaient la cible de plomb chaque seconde. La plupart d'entre eux rebondiraient simplement ou briseraient les noyaux de plomb en fragments connus. L'équipe était à la recherche d'un événement sur un billion, la fusion parfaite et douce qui créerait un nouvel atome super lourd. Il ne cherchait pas l'atome lui-même, qui disparaîtrait en une fraction de seconde. Il cherchait son fantôme, son empreinte unique laissée sous la forme d'une chaîne spécifique de désintégration de particules alpha. Chaque désintégration était un minuscule point sur un écran, et il devait de trouver une séquence précise de points qui ne pouvaient appartenir qu'à l'élément 106. C'était comme essayer d'entendre une seule épingle spécifique tomber au milieu d'un éboulement continu. Les jours se sont transformés en semaines. L'équipe buvait des tasses sans fin de thé fort, épluchant des rames de données, filtrant l'immense bruit de fond des rayons cosmiques et des réactions nucléaires aléatoires. Puis, à l'été de 1974, ils l'ont trouvé. Pas seulement un événement, mais une petite poignée d'entre eux. Une chaîne de désintégration distincte qui commençait avec le profil d'énergie prédit pour l'élément 106, mais le processus de confirmation fut méticuleux, chaque donnée étant vérifiée et revérifiée. Mais la conclusion était indéniable. Dans la salle de contrôle calme et concentrée d'une ville secrète derrière le rideau de fer, l'humanité avait créé une nouvelle forme de matière. L'annonce fut un coup de tonnerre dans le monde de la physique. L'équipe de Doubna avait gagné la course. C'était une victoire claire
et sans ambiguïté pour la méthode de fusion froide d'Oganessian et un moment d'immense fierté pour la science soviétique. Leur célébration, cependant, fut de courte durée. À peine 3 mois plus tard, une annonce rivale est venue de l'autre côté de l'océan. L'équipe de Berkeley, dirigée par le chasseur d'éléments chevronné Albert Guillerceau, a déclaré qu'elle avait elle aussi synthétisé l'élément 106. Ils avaient utilisé une réaction de fusion chaude complètement différente et plus conventionnelle, bombardant une cible de californium avec des ions d'oxygène. Leurs revendications étaient solides, mais le timing a déclenché l'une des disputes les plus amères de la guerre des éléments. La communauté scientifique était désormais confrontée à 2 revendications de découverte légitimes, faites à quelques mois d'intervalle utilisant des méthodes différentes, par 2 superpuissances rivales de la guerre froide. Ce qui aurait dû être un moment d'accomplissement humain partagé s'est rapidement transformé en une tempête politique. Leur célébration, cependant, fut de courte durée. Seulement 3 mois plus tard, une annonce concurrente vint d'outre-océan. L'équipe de Berkeley, dirigée par le chasseur d'éléments vétéran Albert Guillerceau, déclara qu'elle avait elle aussi synthétisé l'élément 106. Ils avaient utilisé une réaction de fusion chaude complètement différente et plus conventionnelle, en bombardant une cible de californium avec des ions d'oxygène. Leurs revendications étaient solides, mais le timing a déclenché l'une des disputes les plus amères de la guerre des éléments. La communauté scientifique était désormais confrontée à 2 revendications de découverte légitimes, faites à quelques mois d'intervalle utilisant des méthodes différentes, par 2 superpuissances rivales de la guerre froide. Ce qui aurait dû être un moment d'accomplissement humain partagé s'est rapidement transformé en une tempête politique. Le puissant establishment scientifique américain, avec son influence significative dans les comités internationaux comme l'Union internationale de chimie pure et appliquée ou UICPA, a effectivement jeté tout son poids derrière la revendication de Berkeley. Les données de l'équipe soviétique, produites dans une société fermée et publiées dans des revues russes, furent traitées avec scepticisme ou simplement ignorées. Pour Oganessian et ses collègues, ce fut une leçon profondément frustrante. La preuve scientifique ne suffisait pas. Dans un monde divisé par l'idéologie, il fallait aussi gagner la bataille politique. Leur découverte révolutionnaire fut plongée dans les limbes, un témoignage de la méfiance profondément enracinée de l'ère de la guerre froide. Pendant plus de 2 décennies, l'élément 106 est resté un fantôme sur le tableau périodique, une case sans nom représentant un schisme scientifique. On l'appelait maladroitement unilexium, un nom temporaire dérivé de ces chiffres. L'impasse a finalement été rompue en 1997, mais la résolution a été ressentie comme une défaite finale et cinglante pour l'équipe de Dubna. L'UICPA a officiellement ratifié le nom Cyborgium en l'honneur du chimiste nucléaire américain Glenn T. Cyborg, le patriarche du laboratoire de Berkeley. Bien que Cyborg fût indéniablement un géant dans le domaine, nommer l'élément uniquement d'après le chef de l'équipe rivale a été perçu par beaucoup dans le camp russe comme un affront politique, une réécriture finale de l'histoire qui effaçait leur contribution pionnière. La bataille pour l'élément 106 a mis en lumière une réalité brutale. La découverte n'est que la première étape, convaincre le monde et la guerre. Malgré les frustrations politiques, la synthèse de l'élément 106 était plus qu'un simple numéro. Pour Oganessian, c'était une preuve cruciale, un panneau indicateur pointant vers une destination qui avait consumé toute sa carrière. Cette destination était un concept si profond et séduisant qu'il semblait tout droit sorti d'un roman de fantaisie. L'îlot de stabilité. Pour comprendre sa quête de toute une vie, il faut visualiser les éléments connus non pas comme un simple tableau, mais comme un paysage. Imaginez tous les éléments que nous connaissons, de l'hydrogène à l'uranium et au-delà, comme une longue et vaste péninsule de terre s'avançant dans un immense océan. Au début de la péninsule, près de l'hydrogène et de l'hélium, la Terre est large et solide. Ces éléments sont stables et durent éternellement.
À mesure que vous avancez sur la péninsule, ajoutant de plus en plus de protons et de neutrons au noyau atomique, la Terre devient plus étroite et plus dangereuse. Les éléments deviennent radioactifs et instables. Le sol sous vos pieds commence à s'effriter. Lorsque vous atteignez les éléments transuraniens, la péninsule est devenue une bande côtière mince comme une lame de rasoir, battue par les vagues d'une mer agitée. Les noyaux ici sont si fragiles qu'ils se désintègrent en quelques minutes, puis en secondes, puis en microsecondes. Cette eau chaotique entourant la pointe de la péninsule est connue sous le nom de mer d'instabilité. Pendant des décennies, il a semblé que c'était la fin du chemin, que tout élément plus lourd serait instantanément englouti par cette mer, disparaissant avant même de pouvoir être détecté. Mais une belle théorie en physique nucléaire prédisait autre chose. Elle prédisait que bien au-delà de cette mer orageuse, si l'on pouvait seulement trouver un moyen de la traverser, il y avait une grande île inconnue. C'était l'îlot de stabilité. La théorie suggérait que certains nombres magiques de protons et de neutrons s'assembleraient dans une configuration parfaite, en forme de coquille, créant des noyaux atomiques exceptionnellement stables. Ces éléments super lourds, contrairement à leurs voisins de la mer d'instabilité, ne se désintégreraient pas en un éclair. Ils pourraient avoir des demi-vies de quelques minutes, jours, années, ou peut-être même de millions d'années. Trouver cet îlot serait comme trouver un tout nouveau continent de matière, avec des éléments possédant des propriétés que nous pouvons à peine imaginer. C'était le nord véritable d'Oganessian, la carte qui guidait toutes ces expériences. Il n'était pas seulement un alchimiste créant de nouveaux éléments pour le plaisir. Il était un explorateur traçant une route vers une terre mythique. Chaque nouvel élément synthétisé par fusion froide était un nouveau jalon, un autre aperçu d'un rivage lointain à travers le brouillard. La création de l'élément 106, malgré la controverse, a prouvé que sa méthode pouvait construire les navires nécessaires pour traverser la mer périlleuse. Il avait validé sa technique et vu les premiers indices de la Terre promise à l'horizon. Il avait prouvé sa méthode et entrevu la Terre promise. Mais alors qu'il s'apprêtait à cartographier ce nouveau territoire, son monde entier, et la nation qui finançait sa quête se mirent à s'effondrer. La victoire sur l'élément 106 fut un point culminant, mais c'était un sommet atteint au moment même où le sol sous les pieds de Yuri Oganessian commençait à s'effriter. À la fin des années 1980, l'Union soviétique, l'empire colossal qui avait financé ses recherches et défini son monde, entrait dans son agonie. Les secousses du bouleversement politique à Moscou devinrent bientôt un tremblement de terre cataclysmique à Dubna. Les certitudes de toute une vie s'évanouirent. Le système qui avait défendu la science comme une priorité nationale, qui avait déversé des ressources illimitées dans la guerre des éléments, cessa tout simplement d'exister. Pour la science, ce fut un événement de niveau extinction. Le financement ne s'est pas seulement réduit, il s'est évaporé. Un jour, l'État était un mécène, le lendemain c'était un fantôme. L'effet sur l'Institut unifié de recherche nucléaire fut dévastateur et immédiat. Les lumières dans les couloirs clignotèrent et s'éteignirent, le chauffage fut baissé, puis coupé, laissant les halls caverneux du laboratoire froid et silencieux. Les scientifiques, qui étaient autrefois des héros de l'État soviétique, qui avaient de consacrer leur vie aux questions fondamentales de l'univers, ne furent soudainement plus payés du tout. Ou ils étaient payés en roubles sans valeur qui pouvaient à peine acheter une miche de pain. Une fuite des cerveaux catastrophique commença, un exode massif des meilleurs esprits de la nation. Physiciens, chimistes et ingénieurs s'enfuirent vers l'ouest, prenant des postes en Amérique, en Allemagne et en France, partout où ils pouvaient nourrir leur famille et continuer leur travail. Dubna, autrefois un phare rayonnant, se vidait de sa substance, son talent s'hémorragiait jour après jour. Oganessian, qui avait succédé à son mentor Georgi Flerov à la tête du laboratoire,
se retrouva dans un rôle qu'il n'avait jamais imaginé. Il n'était plus seulement un physicien en quête de nouveaux éléments, il était un gestionnaire de crise, un général en temps de guerre combattant non pas un laboratoire ennemi, mais l'effondrement institutionnel et un profond désespoir. Sa nouvelle mission était la survie. Il s'est battu pour maintenir l'électricité, pour trouver quelques roubles, afin de payer son personnel restant. Farouchement loyal, il a mené des batailles bureaucratiques pour protéger ses atouts les plus précieux, les cyclotrons uniques construits sur mesure. Il y eut des propositions pour les vendre à la ferraille, pour cannibaliser leurs composants inestimables afin de rembourser des dettes. Pour Oganessian, c'était impensable. Ces machines n'étaient pas seulement du métal, elles étaient le cœur et l'âme du travail de sa vie, les seuls outils sur Terre capables d'atteindre l'îlot de stabilité. Il a vu ses collègues, des hommes et des femmes brillants, réduits à vendre des légumes sur les marchés locaux pour survivre. Il a vu le rêve qu'ils avaient tous partagé pendant des décennies s'estomper dans une réalité froide et dure de pauvreté et d'incertitude. La quête de l'îlot de stabilité semblait être une fantaisie d'une autre époque. L'objectif principal était désormais simplement de survivre à l'hiver. Dans les ruines de cet empire scientifique, Oganessian fut confronté à un choix: laisser le rêve mourir avec l'état qu'il avait vu naître, ou faire quelque chose d'absolument radical, quelque chose qui brisait toutes les règles de l'ancien monde. Il réalisa que la seule façon de sauver son laboratoire était de se tourner vers le seul endroit contre lequel il avait passé toute sa carrière à concourir. Il devait construire un pont vers l'ennemi. L'idée était une hérésie. Contacter les laboratoires américains, en particulier le laboratoire national Lawrence Livermore en Californie, revenait à démanteler une barrière psychologique érigée par 40 ans de guerre froide. C'étaient les rivaux, les adversaires dans la longue et souvent amère guerre des éléments. Ils étaient l'autre camp, un groupe perçu à travers un prisme de profonde suspicion et d'hostilité politique. Pour Oganessian, proposer une collaboration était un acte de profond désespoir et d'une vision encore plus grande. Il comprenait que l'ancien monde avait disparu pour toujours. La compétition était terminée parce que l'un des concurrents était à court de carburant. Si la grande quête scientifique devait continuer, elle ne pouvait plus être une course entre les nations. Elle devait devenir une mission pour l'humanité. Ses premières ouvertures furent accueillies avec un scepticisme prévisible. Lorsque les scientifiques de Dubna se rendirent pour la première fois en Californie, l'atmosphère était lourde de prudence. Les Américains de Livermore, des hommes comme Ken Hewlett et Ron Lougheed, avaient passé leur carrière à essayer de battre les Russes. Ils écoutèrent poliment, mais ils étaient méfiants. Était-ce une ruse, une tentative d'accéder à la technologie américaine? De même, l'équipe d'Oganessian dut ravaler des décennies de fierté. Ils venaient désormais non pas en égo, mais en suppliant, demandant de l'aide. Mais alors qu'ils discutaient de scientifique à scientifique, les barrières politiques commencèrent à fondre. Ce n'étaient pas des politiciens discutant d'idéologie, c'étaient des physiciens discutant d'un problème commun et insoluble. Les Américains réalisèrent rapidement qu'Oganessian ne demandait pas simplement l'aumône. Il proposait un partenariat qu'aucune des deux parties ne pouvait refuser. Dubna possédait quelque chose que personne d'autre au monde n'avait: l'expertise en matière d'accélérateur et, en la personne d'Oganessian, la vision et l'expérience unique pour chasser les éléments les plus lourds. Ils avaient le canon parfait. Le laboratoire Lawrence Livermore, à son tour, avait ce qui manquait désespérément à Dubna: un financement stable, une informatique de pointe et la technologie pour produire les matériaux hautement spécialisés nécessaires pour les cibles. Comme l'a dit plus tard un scientifique américain, c'était un mariage parfait. Les Russes avaient le faisceau et les Américains avaient la cible. Ensemble, ils pouvaient accomplir ce qu'il leur était désormais impossible de faire seuls. Cette nouvelle alliance n'était pas seulement une question de commodité politique ou de nécessité financière. Elle était motivée par un besoin scientifique spécifique et crucial.
Pour enfin atteindre le cœur de l'îlot de stabilité, ils avaient besoin d'un nouveau type de projectile, une balle magique capable de livrer une charge de neutrons pour créer un noyau plus lourd et plus stable. Les anciens projectiles étaient pauvres en neutrons. La nouvelle stratégie exigeait quelque chose de spécial. Cette balle magique était un isotope appelé calcium-48. Il a 20 protons et 28 neutrons, un ratio de neutrons exceptionnellement élevé qui en fait le projectile idéal pour créer des éléments super lourds. C'était la clé pour déverrouiller la prochaine rangée du tableau périodique. Mais le calcium-48 est l'unobtainium de la physique nucléaire. Dans la nature, il représente moins de 0,2% de tout le calcium. Il est étonnamment rare et donc astronomiquement cher à isoler. Produire seulement quelques grammes de calcium-48 enrichi, assez pour mener les expériences de plusieurs mois nécessaires, coûterait des millions de dollars. Pour Doudna, à court d'argent, c'était un rêve impossible. Même pour les laboratoires américains bien financés, c'était une dépense stupéfiante pour une expérience à haut risque. La collaboration était la seule solution. En mettant leurs ressources en commun, les Américains pouvaient financer la production du précieux calcium-48 et les Russes pouvaient fournir l'accélérateur et l'équipe pour le tirer. La guerre était finie, une alliance fut forgée sur les ruines d'un empire. Avec une nouvelle équipe et une nouvelle balle magique, Yuri Oganessian visa une fois de plus l'îlot de stabilité, ciblant cette fois son cœur même. Les derniers éléments non découverts de la 7e rangée. Avec l'alliance forgée sur les cendres de la guerre froide, l'assaut final sur le tableau périodique commença à la fin des années 1990. La collaboration Dubna-Livermore n'était plus un pacte fragile, mais une machine puissante et bien huilée. L'équipe d'Oganessian en Russie fournit le faisceau le plus puissant au monde du précieux isotope de calcium-48, la balle magique pour créer des noyaux super lourds. Leurs partenaires américains de Livermore conçurent les cibles exotiques et radioactives, des matériaux comme le plutonium et l'américium qui serviraient d'enclume pour cette forge cosmique. L'objectif était audacieux, remonter le tableau périodique, élément par élément, et prouver que l'îlot de stabilité n'était pas une fantaisie de physicien. Le travail était un exercice de patience extrême. Pour chaque nouvel élément, le cyclotron U400 fonctionnait en continu pendant des mois, tirant des milliers de milliards de ions calcium sur la cible. La grande majorité de ces projectiles traversaient simplement la cible ou brisaient son noyau dans une collision inutilement violente. L'équipe chassait un événement sur 1000 milliards, une fusion parfaite et douce. Lorsqu'un de ces nouveaux atomes monstrueusement lourds se formait, il n'existait que pour un instant fugace, une infime fraction de seconde, avant de commencer à se désintégrer. Il ne pouvait jamais voir l'élément lui-même. À la place, il cherchait son fantôme, son empreinte atomique. C'était une chaîne spécifique d'émission de particules alpha, une séquence unique de pics d'énergie qui servait de preuve indéniable de la brève existence du nouvel élément. C'était la recherche ultime d'une aiguille dans une botte de foin, menée dans un ouragan de rayonnement de fond et de faux signaux. Pourtant, sous la direction méticuleuse d'Oganessian, ils les trouvèrent. D'abord vint l'élément 114, le flérovium, puis l'élément 116, le livermorium. Chaque découverte était un accomplissement monumental, un murmure du vide qui confirmait leur théorie. Ils continuèrent synthétisant l'élément 115, le moscovium, et plus tard le 117, le ténessine. Ils construisaient méthodiquement un pont de matière nouvelle traversant la mer d'instabilité un atome à la fois. Mais alors qu'ils préparaient leur assaut sur le dernier sommet, l'élément 118, le monde de la physique fut secoué par un scandale sismique. En 1999, une équipe du laboratoire national Lawrence Berkeley, leurs anciens rivaux de la guerre froide, publia un article stupéfiant annonçant la découverte non seulement de l'élément 118, mais aussi du 116. La nouvelle fit les gros titres mondiaux. Il semblait que les Américains
avait une fois de plus arraché la victoire au dernier moment. Cependant, lorsque d'autres laboratoires, y compris l'équipe de Doudna, tentèrent de reproduire l'expérience, ils ne trouvèrent rien. Les résultats ne purent être reproduits. Une enquête interne à Berkeley révéla bientôt une vérité choquante. La découverte était une fabrication complète. Un seul physicien de l'équipe, Viktor Ninov, avait délibérément falsifié les données, insérant de faux signaux dans l'analyse pour créer l'illusion d'une découverte. Le scandale fut une tâche pour tout le domaine. Il a mis en lumière l'immense pression d'être le premier et les conséquences dévastatrices de la fraude scientifique. La rétractation de l'article de Berkeley fut rapide et humiliante. Mais pour Yuri Oganessian, cela a eu un autre effet. Cela a élevé les enjeux à un niveau presque insupportable. Désormais, toute revendication pour l'élément 118 serait accueillie avec un examen intense et impitoyable. Il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté, aucune place pour l'erreur. La découverte devait être parfaite, ses preuves irréprochables. La collaboration de Bna Livermore se remit au travail, non pas avec hâte, mais avec un sens renouvelé du devoir solennel. Leur approche était à l'opposé de la fraude de Berkeley, minutieuse, méthodique et transparente. Ils menèrent leur première expérience en 2002, bombardant une cible de californium avec leur faisceau de calcium 48. Pendant des semaines, ils collectèrent des données, vérifiant et revérifiant chaque signal. Puis elle est apparue sur leurs écrans, une seule chaîne de désintégration parfaite. Elle commençait par la signature d'un atome avec 118 protons qui se désintégrait ensuite en éléments 116, puis 114 suivant les prédictions théoriques exactes. C'était l'empreinte atomique dont ils avaient rêvé. C'était réel. Pour en être absolument certains, ils s'arrêtèrent et menèrent à nouveau l'expérience en 2005, et une fois de plus, la même signature fantomatique apparut, ils l'avaient trouvée. Ils avaient légitimement créé l'élément le plus lourd jamais synthétisé par l'humanité, c'était la justification ultime. Dans l'ombre d'un scandale qui avait terni la quête du savoir, l'équipe d'Oganessian avait démontré le pouvoir de l'intégrité. Leur découverte n'était pas seulement un triomphe scientifique, c'était un triomphe moral. Ils avaient atteint le sommet non pas en prenant un raccourci, mais en construisant un chemin lent, régulier et honnête jusqu'au sommet. Mais dans le monde des éléments super lourds, la découverte n'est que la première étape. La revendication, aussi solide soit-elle, devait être vérifiée de manière indépendante par d'autres laboratoires à travers le monde. Ce processus a pris près d'une décennie. Des équipes en Allemagne et au Japon construisirent leurs propres expériences, travaillant minutieusement pour reproduire les résultats de Doudna. C'était un processus lent et délibéré, la méthode scientifique fonctionnant à son rythme le plus rigoureux. Finalement, en décembre 2015, le verdict officiel tomba. L'Union internationale de chimie pure et appliquée, l'organisme de réglementation mondiale de la chimie, annonça officiellement ses conclusions. Ils créditèrent la collaboration Doudna-Livermore de la découverte confirmée des éléments 115, 117 et du Grand Prix, l'élément 118. La 7e rangée du tableau périodique était officiellement complète, et l'équipe d'Oganessian en avait été les principaux architectes. La confirmation ouvrit la porte à un nouveau monde étrange de la chimie. L'élément 118 se trouve au bas de la colonne des gaz nobles, des éléments comme l'hélium et le néon qui sont notoirement inertes et non réactifs. Mais les théoriciens prédisaient que l'élément 118 ne ressemblerait en rien à ses cousins plus légers. Le poids même de son noyau, rempli de 118 protons et 176 neutrons, force ces électrons externes à orbiter à des vitesses incroyables, proches de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, la relativité d'Einstein entre en jeu et les règles normales de la chimie commencent à se déformer et à se briser. Les calculs suggéraient que ce nouvel élément,
loin d'être un gaz, serait probablement un solide métallique à température ambiante. Il pourrait même être chimiquement réactif. Oganessian et son équipe n'avaient pas seulement ajouté un nouvel élément au tableau, ils avaient créé une substance si bizarre, si étrangère, qu'elle défiait les modèles même que le tableau périodique avait été créé pour expliquer. Ils avaient atteint le rivage de l'îlot de stabilité et découvert que ses habitants étaient de plus étranges que quiconque aurait pu l'imaginer. Cette nouvelle matière témoignait de tout ce qui restait inconnu sur les lois fondamentales de l'univers. L'équipe avait répondu à l'une des plus grandes questions de la physique nucléaire pour n'en ouvrir qu'une douzaine d'autres dans le domaine de la chimie. La quête était loin d'être terminée, à bien des égards, elle ne faisait que commencer. Il avait atteint le sommet, il avait rempli la 7e rangée du tableau périodique. Mais le monde n'allait pas seulement reconnaître la découverte, il allait reconnaître l'homme lui-même, lui conférant l'honneur le plus rare de toute la science. Il avait atteint le sommet, il avait rempli la 7e rangée du tableau périodique. Mais le monde n'allait pas seulement reconnaître la découverte, il allait reconnaître l'homme lui-même, lui conférant l'honneur le plus rare de toute la science. L'ombre de Georgi Fliorov planait sur Doubna, un héritage d'ambition ardente et de tempérament explosif. Fliorov était un général qui menait son armée scientifique avec des ordres tonitruants et une impatience qui pouvait vicier l'air d'un laboratoire. Yuri Oganessian, son successeur désigné, était une force de la nature entièrement différente. Là où Fliorov était une tempête, Oganessian était la gravité, silencieuse, constante et profondément puissante. Il ne commandait pas, il dirigeait. Son style de leadership était une étude en persévérance calme, un contraste saisissant avec l'homme qui avait été son mentor. Les collègues qui ont travaillé sous les deux hommes commentaient souvent le changement. Le laboratoire de Fliorov était un lieu de haute tension et de fulgurance brillante et chaotique. Le laboratoire d'Oganessian était un lieu de concentration profonde, d'efforts méticuleux et partagés, comme une équipe d'horlogers assemblant la pièce d'horlogerie la plus complexe de l'univers. Il était connu pour parcourir les couloirs, non pas avec une présence exigeante, mais avec une présence calme et observatrice. Il abordait un jeune scientifique en difficulté avec un ensemble de données, non pas avec une solution, mais avec une question simple et inquisitrice qui débloquerait sa propre pensée. Sa méthode n'a jamais été de fournir la réponse, mais d'éclairer le chemin qui y menait. Il était convaincu que les problèmes les plus insolubles de la physique ne céderaient pas à un unique génie tonitruant. Au contraire, il nécessitait un instrument collaboratif parfaitement calibré. Et cet instrument était son équipe. Il a investi dans les gens, en particulier les jeunes, avec une patience légendaire. Alors que d'autres directeurs de laboratoire pouvaient rechercher des vedettes établies, Oganessian cultivait ses propres talents, favorisant un environnement où l'idée d'un étudiant diplômé recevait la même considération sérieuse que celle d'un chercheur chevronné. Il a bâti plus qu'un laboratoire de classe mondiale. Il a bâti une culture. C'était une culture fondée sur le principe que chaque personne, des ingénieurs entretenant le cyclotron aux théoriciens exécutant des simulations, était un élément crucial de la découverte. Selon lui, la création d'un nouvel élément n'était pas le triomphe d'une seule personne, mais la note finale et harmonieuse jouée par un orchestre entier qui avait répété ensemble pendant des années. Cette générosité intellectuelle et discrète donnait aux gens l'envie de faire de leur mieux, non par peur, mais par un sentiment de mission partagée. Cette philosophie de culture discrète s'étendait au-delà des murs de l'Institut et dans sa vie personnelle. Le monde intense et aux enjeux élevés de la physique nucléaire trouvait son contrepoint dans son foyer. Un sanctuaire d'art et d'harmonie qu'il partageait avec sa femme, Irina Semyonovna. Elle était violoniste professionnelle et professeure de musique. Une femme dont la vie était dédiée à la beauté structurée du son. Leur long mariage était un partenariat de deux mondes différents, mais complémentaires.
Tandis que Yuri luttait avec les forces fondamentales qui maintiennent la matière, Irina explorait l'élégance mathématique de Bach et de Mozart. Des collègues ont raconté avoir visité leur maison et senti l'immense pression du laboratoire se dissoudre tout simplement. L'air n'était pas rempli de discussions sur les isotopes et les chaînes de désintégration, mais par le son d'un violon, par des conversations sur l'art, l'histoire et la littérature. Ce n'était pas une évasion de son travail, mais une composante essentielle de celui-ci. Pour Oganessian, la vie n'était pas une quête singulière, mais une riche tapisserie. Il était un joueur de tennis passionné, un amateur de peinture et un connaisseur de musique classique. Ses passions étaient le terreau dans lequel sa créativité scientifique a grandi. Elle fournissait un équilibre crucial, un rappel que l'univers était rempli de bien plus que le simple tableau périodique. Le même esprit qui pouvait visualiser la danse délicate des protons et des neutrons pouvait également apprécier les subtils coups de pinceau d'un maître peintre ou la structure complexe d'une symphonie. Cette humanité accomplie rendait ses réalisations d'autant plus remarquables. Il n'était pas une machine unidimensionnelle programmée pour la découverte, mais une personne complète dont la riche vie intérieure alimentait sa quête incessante. C'était un témoignage silencieux de sa conviction que les plus grands esprits scientifiques sont souvent ceux qui puisent leur inspiration dans le plus large spectre de l'expérience humaine. Sa vie a démontré que l'équilibre n'est pas une distraction du travail intense, mais une condition préalable à celui-ci. Son travail, par sa nature même, l'a forcé à affronter les questions philosophiques les plus profondes. Que signifie vraiment créer de la matière ? Il n'était pas un prospecteur trouvant un nouveau minéral dans la terre. Il était un artiste, un sculpteur, créant quelque chose qui n'avait pas existé dans l'univers depuis des milliards d'années, si ce n'est jamais. Ces cyclotrons étaient ses ciseaux, et les lois fondamentales de la physique étaient son marbre. Cet acte de création l'a amené à réfléchir aux limites ultimes de son art. Y a-t-il une fin au tableau périodique ? L'île de stabilité représente-t-elle un rivage final ou est-ce simplement un archipel dans un vaste océan inconnu d'éléments possibles ? Il parlait souvent de cette quête, non pas en termes de conquête, mais de pure curiosité, la joie simple et enfantine de voir ce qui se trouve derrière la prochaine colline. Il considérait la science fondamentale comme l'une des activités les plus nobles de l'humanité. Une exploration mue par un besoin inné de comprendre notre place dans le cosmos. Cette vision profondément humaniste de la science a façonné son rôle d'homme d'État mondial de la recherche. Ayant vécu les jours les plus sombres de la guerre froide, lorsque le progrès scientifique était instrumentalisé et la communication internationale rompue, Oganessian est devenu l'un des plus puissants défenseurs de la science sans frontières. Sa collaboration avec les laboratoires américains de Livermore était plus qu'une nécessité stratégique. C'était un modèle de travail pour un monde meilleur. Il a prouvé par l'action que d'anciens adversaires pouvaient mettre de côté le dogme politique et s'unir pour une cause commune. Il a démontré que le langage partagé de la physique pouvait combler les fossés idéologiques que les politiciens trouvaient insurmontables. Pour lui, la quête de nouveaux éléments était un parfait exemple d'une entreprise si grande, si difficile, qu'elle exigeait le meilleur de toute l'humanité, pas seulement le meilleur d'une seule nation. Il a souvent exprimé cette vision dans ses conférences publiques et ses interviews. Il parlait de la beauté d'une expérience réussie, non pas en termes de fierté nationale, mais comme une victoire de l'intellect humain. Il voyait les équipes internationales travaillant ensemble dans des endroits comme Doubna et le CERN, comme des microcosmes d'un avenir où la collaboration remplace le conflit. La science, dans sa philosophie, était une puissante force unificatrice. Elle nous rappelle notre curiosité partagée et notre potentiel collectif. C'est une entreprise qui regarde vers l'avenir, qui construit au lieu de détruire, qui cherche à répondre aux grandes questions qui ont captivé l'humanité depuis des millénaires.
Il a expliqué un jour que si les politiciens sont souvent occupés par les problèmes d'aujourd'hui, les scientifiques ont le privilège et la responsabilité de travailler sur les problèmes du surlendemain. Ce travail, croyait-il, construisait une fondation de connaissances partagées et de respect mutuel sur laquelle un avenir plus pacifique et prospère pourrait être bâti. Cette philosophie de persévérance tranquille et d'unité mondiale avait remodelé son domaine. Maintenant, la communauté scientifique se préparait à lui donner un nom qui serait permanent et élémentaire. Dans le monde de la science, les plus grands honneurs sont souvent décernés à titre posthume. Un théorème, une loi, une constante peuvent y apporter votre nom, mais un élément, une pièce fondamentale de l'univers lui-même, est une forme d'immortalité réservée aux titans de l'histoire. Le processus pour un tel honneur est méticuleux et formel. Une découverte doit être vérifiée au-delà de tout doute par des laboratoires indépendants, un processus qui peut prendre une décennie. Ce n'est qu'alors que les découvreurs peuvent soumettre une proposition de nom à l'Union internationale de chimie pure et appliquée, ou UICPA. Le nom est examiné, débattu, et enfin, s'il est approuvé, il est gravé dans le langage permanent du cosmos. Pour l'élément 118, la pierre angulaire de la 7e rangée, les collaborateurs de Doudna et de Livermore avaient une décision à prendre. Il n'y avait qu'un seul nom qu'ils considéraient, c'était une proposition qui rompait avec la tradition moderne, un hommage si profond qu'il n'avait été accordé qu'une seule fois auparavant dans des circonstances controversées. Ils ont proposé le nom Oganesson. La nouvelle a été un choc pour Youri Oganessian lui-même. Homme défini par son humilité et sa concentration sur le collectif, il n'avait jamais cherché la gloire personnelle. Il se voyait comme un chef d'orchestre, pas le soliste vedette. L'honneur, estimait-il, appartenait aux centaines de scientifiques, ingénieurs et techniciens qui avaient travaillé pendant des décennies sur le projet. Mais pour ses collègues, le choix était évident. Toute l'ère moderne de la découverte des éléments super lourds, les méthodes, les collaborations, la philosophie même de la chasse étaient bâties sur les fondations de son travail. En 2016, l'UICPA l'a officialisé. Avec le symbole OG, l'élément 118 a été nommé Oganesson. À ce moment, Youri Oganessian est devenu la seule personne vivante sur Terre à avoir un élément nommé en son honneur. Le seul autre précédent, le cyborgium, avait été nommé pour Glenn Cyborg de son vivant, mais seulement après un débat houleux. L'honneur d'Oganessian a été universellement célébré, un témoignage du respect qu'il inspirait à travers le globe. La cérémonie de nomination officielle qui s'est tenue à Moscou au début de 2017 a été l'aboutissement émotionnel du travail de toute une vie. Dans une grande salle remplie de dignitaires scientifiques du monde entier, Oganessian, alors âgé de 84 ans, s'est levé pour accepter l'honneur. Il n'a pas parlé de ses propres réalisations. Au lieu de cela, il a parlé de ses professeurs, de ses collègues en Russie et aux États-Unis, et des jeunes scientifiques qui poursuivraient le travail. C'était un discours d'une profonde gratitude et un doux rappel que la science est une course de relais, pas un sprint. Pour ceux qui étaient dans la salle, ce fut un moment puissant. Ils n'honoraient pas seulement un homme pour la découverte d'un élément. Ils honoraient un homme qui incarnait le meilleur de la science, une curiosité implacable, une persévérance tranquille et la conviction profonde que le savoir appartient à tous. Le nom Oganesson n'était pas seulement pour le scientifique, mais aussi pour le diplomate et le philosophe. Mais pour Oganessian, l'achèvement de la 7e rangée n'était pas une fin. C'était un commencement. Ayant atteint les rivages de l'île de stabilité, il ne se contentait pas de planter un drapeau. Il voulait construire une colonie et explorer l'intérieur. Même à la fin de ses 80 ans et au début de ses 90 ans, il est resté le moteur intellectuel du prochain grand voyage. La création des premiers éléments de la 8e rangée du tableau périodique, les éléments 119 et 120. Il ne s'agit pas simplement de répéter une vieille expérience, cela représente un défi d'un ordre de grandeur supérieur à tout ce qui a précédé.
La création de ces éléments exigera de repousser les limites même de la physique et de la technologie, un exploit qui demandait un nouvel outil plus puissant pour le forgeron cosmique. Cet outil est l'usine d'éléments super lourds de Doubna, un complexe de pointe centré autour d'un nouveau cyclotron révolutionnaire, le DC-280. Cette machine est conçue pour produire des faisceaux d'ions 10 fois plus intenses que tout ce qui était possible auparavant. La logique est simple, mais l'exécution est d'une complexité à couper le souffle. Pour trouver un événement qui se produit une fois sur des billions de collisions, il faut créer des billions et des billions de collisions supplémentaires. Le DC-280 est une lance à incendie de projectiles atomiques, augmentant considérablement les chances d'une fusion réussie. Les expériences pour créer l'élément 119 ont commencé sérieusement, utilisant à nouveau un faisceau de calcium 48, mais cette fois dirigé vers une cible de berkéllium. La recherche est une entreprise monumentale, une expérience qui peut durer en continu pendant des années, passant au crible une avalanche de données nucléaires à la recherche de la faible signature révélatrice d'une nouvelle forme de matière. Oganessian encadre cette quête avec la patience calme d'un maître architecte planifiant une cathédrale qu'il ne verra peut-être jamais achevée. Il sait que les chances sont minces et que le travail est exténuant. Chaque jour, l'accélérateur tire, les détecteurs observent et les ordinateurs analysent. La plupart du temps, ils ne trouvent rien. Mais la chasse continue, mue par les questions fondamentales qui ont toujours alimenté son travail. Quelles sont les limites ultimes de la masse? Quel poids un atome peut-il atteindre avant qu'il ne soit tout simplement impossible pour lui d'exister? L'île de stabilité a-t-elle un intérieur montagneux avec des pics de stabilité encore plus grandes? Il n'ajoute plus seulement des éléments à un tableau. Il teste la grammaire même de l'univers et avec l'usine d'éléments super lourds, il a donné à l'humanité la lentille la plus puissante pour le faire. Lorsque l'histoire finale sera écrite, l'héritage de Yuri Oganessian sera bien plus profond qu'une simple case sur le tableau périodique. C'est un héritage construit sur 3 piliers distincts, chacun aussi important que le précédent. Le premier et le plus évident est scientifique. Il a été le pionnier des méthodes de fusion froide et chaude, les passe-partout qui ont permis la synthèse de plus d'une douzaine de nouveaux éléments. Il n'a pas seulement trouvé de nouvelles terres, il a inventé les navires qui pouvaient y naviguer, changeant fondamentalement l'art de la création d'éléments pour tous ceux qui ont suivi. Il a transformé un jeu de hasard en une science systématique. Le deuxième pilier est collaboratif. Oganessian a fait plus que survivre à l'effondrement de l'Union soviétique. Il a utilisé ses cendres pour construire quelque chose de entièrement nouveau. Il a forgé un modèle post-guerre froide de la grande science internationale, transformant ses plus féroces rivaux en ses plus proches partenaires. La collaboration Doubna-Livermore est devenue l'étalon or de l'entreprise scientifique mondiale, prouvant que des objectifs partagés et un respect mutuel pouvaient transcender la politique, l'idéologie et l'animosité historique. Dans un monde souvent fracturé par la compétition, il a démontré que la quête du savoir pouvait être une force unificatrice puissante. Il n'a pas seulement ajouté à la carte de notre monde, il a fondamentalement changé la façon dont les cartographes travaillent ensemble. Le troisième pilier, et peut-être le plus durable, est humain. L'histoire de Yuri Oganessian est une épopée tranquille, le témoignage d'une vie de dévouement patient, persévérant et humble à un unique objectif monumental. Il est l'antithèse du génie instable et égocentrique. Son pouvoir ne vient pas de déclarations tonitruantes, mais de questions discrètes, d'une pensée profonde et d'une foi inébranlable en son équipe. Il est le joaillier patient que Georgi Fliorov avait vu des décennies auparavant.
Un homme qui comprend que les créations les plus profondes requièrent les plaisirs la main la plus sûre et la vision la plus claire. Sa vie prouve que les plus grands voyages ne se naviguent pas par la vitesse, mais par l'endurance. Son histoire a commencé à l'ombre d'une superpuissance montante et se terminera avec son nom inscrit dans le cosmos lui-même, bien après que toutes les nations et tous les empires se seront évanouis. C'est un homme qui a poursuivi une île théorique à travers une mer d'instabilité, qui a survécu à la guerre froide et qui a enseigné au monde que les secrets les plus profonds de l'univers ne sont pas révélés par la rivalité, mais par une curiosité partagée et implacable. Il a construit des ponts non seulement entre les atomes, mais entre les peuples et les nations, prouvant que notre quête commune du savoir peut être la force la plus puissante et la plus durable pour la paix. Aujourd'hui, l'usine d'éléments super lourds de Doubna est en marche. Ses aimants massifs vrombissent, son faisceau d'ions est projeté et ses détecteurs observent patiemment à la recherche des premiers faibles murmures de l'élément 119. La chasse continue, mue par l'héritage gravitationnel et tranquille de l'homme qui nous a montré le chemin, et elle nous laisse tous avec une question profonde et pleine d'espoir. Quelles autres îles impossibles attendent dans le vaste océan de l'inconnu, et qui sont les explorateurs discrets et persévérants qui nous mèneront un jour tous sur leur rivage ?